on peut y aller. Tuc. Allez, c'est parti. Donc, 4 étapes pour gagner en référencement. Référencement naturel. Alors déjà, première question parmi tous les participants, est-ce que tout le monde a déjà développé son site web pour sa location saisonnière? Oui. Ok, d'accord. Vous l'avez fait faire par quelqu'un? Vous l'avez fait faire vous-même? Ou vous avez ou les deux, Par c'est-à-dire quelqu'un. D'accord. Je suis Quelqu'un passée par Amenities, en fait. Ok, ouais, mais qui finalement te laisse la main. C'est-à-dire que tu es passé par Amenities, mais tu as la main dessus. Ok. Véronique? Alors, moi, j'ai repris le site de l'ancien propriétaire parce que j'ai repris l'activité cette année. Oui. Mais j'aimerais le changer parce qu'il n'est pas au goût du jour à mon goût. Et il était fait sous quelle techno? WordPress? Non, il a été fait sous une techno super particulière, non accessible, entre guillemets. C'est ce qui nous dérange aussi un peu parce que pour changer juste une photo, il faut passer par le gain, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, c'est vraiment passé par un tiers, là. Ok. Ouais. Ok. Christine, tu m'as dit. Et Sylvie, toi, c'est toi qui le gères? Eh ben, il a été fait aussi par une société à Embrun et du coup, j'ai pas la main sur tout. D'accord. Donc, ça me dérange aussi quelque part. Puis la mise en forme, c'est celui de l'ancienne propriétaire aussi. Et... D'accord. C'est un truc qu'il faut vraiment que je travaille. Ouais. C'est un projet? D'accord. Ouais, c'est un projet. Pascal, je sais que c'est toi qui as fait ton site web, donc ça, là-dessus, je le sais, tu l'as fait toi-même. Et Patricia, est-ce que toi... Oui, je l'ai fait moi-même aussi. Ok, t'es passé par quelle solution? WordPress. Ok, d'accord. Sans trop de mal? T'étais plutôt à l'aise avec l'outil ou Oui, il y a des trucs que je maîtrise bof, mais bon, j'ai suivi pas à pas la procédure. Et tu t'es raccordé à un channel manager ou pas? Pas encore, mais c'est en cours. Mais... D'accord. Tu sais lequel déjà? Oui, Eloa. Eloa, ok, d'accord. En général, c'est vrai qu'on me dit souvent Eloa ou Amenities. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on attaque. Si tout le monde a déjà effectivement un site web qu'il ou elle peut gérer, après, facilement ou pas facilement, mais c'est déjà ça. On reviendra après, du coup, pour tout ce qui est optimisation de contenu SEO. Pour celles qui n'ont pas la main, ça peut parfois effectivement être un sujet. Allez, donc, bon, je me présente rapidement, mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous me suivez et que, enfin, en tout cas, vous avez vu passer mes publications. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, je suis issue du marketing digital et aujourd'hui, j'aide les hébergeurs touristiques pour booster la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Alors, j'ai fait le constat aussi que la plupart des personnes qui se reconvertissent, enfin, en fait, c'est souvent une reconversion. C'est le cas, justement, Sylvie, c'est le cas Pascal, je le sais. Vous n'êtes pas issu, vous n'avez pas fait une formation des métiers de l'hôtellerie. Souvent, c'est un projet, une nouvelle vie, une reconversion. Et du coup, il y a des aspects de ce métier, de l'hôtellerie, de l'accueil, de l'hébergement touristique, qui ne sont pas votre métier, notamment tout ce qui va être communication et présence digitale. Donc ça, maintenant que je l'ai bien compris, j'essaie effectivement de former les hébergeurs à gagner en visibilité au travers des différents outils marketing, notamment site web, notamment réseaux sociaux, et pour ceux qui me suivent régulièrement, très, très axé stratégie de contenu. Donc ça, vous allez toujours m'en entendre parler, parce que pour moi, c'est la base de la base, parce que c'est quelque chose que vous pouvez produire vous-même, gratuitement en termes de financier, pas gratuitement en termes de temps, mais qui représente vraiment un investissement sur le long terme. Certains en ont déjà vu quelques résultats. Donc, comment utiliser le workbook pour celles et ceux qui ne le savent pas? Donc, c'est un PDF qui est remplissable. Donc, c'est-à-dire que je me permets facilement de faire beaucoup de pages parce que je sais que derrière, ce n'est pas imprimé. Enfin, j'espère que vous ne l'imprimez pas tous parce que ce n'est pas le but. Parce que justement, je vous le fais en remplissage et que vous puissiez du coup revenir dessus régulièrement, enregistrer le document, revenir, etc. Donc ça, c'est le but et que, que ce soit un outil de travail sur lequel vous puissiez revenir pas à pas dessus. Pourquoi pas, n'hésitez pas, parce que comme vous n'êtes pas nombreux, vous gênez vraiment pas à m'envoyer des questions quand vous êtes dessus, par mail ou par réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment, c'est avec grand plaisir que déjà que ça, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, au moins je vais les éclaircir, je les remettrai à jour. Et si vous êtes dessus, qu'il y a un point bloquant, n'hésitez pas. Alors, par où on commence? Petite introduction, et je vous avais promis que ça se passerait après en 4 étapes. Donc, intro,
Première étape, collecter des données. Deuxième étape, catégoriser les données, structurer son site. Et quatrième étape et dernière étape, optimiser ses contenus. Là, sur la fin, on va aller un peu plus vite parce que c'est vraiment quelques astuces. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Introduction. On va parler de ce qui s'appelle des intentions de recherche des internautes. C'est-à-dire que, déjà, c'est savoir qu'est-ce qu'une personne fait quand elle va sur un moteur de recherche, qu'elle va préparer son prochain séjour, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et donc, ça s'appelle, donc, quelles sont des intentions de recherche, quels sont les mots-clés, quelles sont les requêtes qui sont faites. Et pour déjà le savoir, il faut comprendre, en fait, déjà comment ça fonctionne, parce que beaucoup ne savent pas comment fonctionne, en fait, un moteur de recherche. Et en fait, en stratégie de référencement naturel, on travaille vraiment sur une véritable étude sémantique, donc vraiment une étude sur les mots-clés, le choix des mots-clés. Et il faut savoir qu'un internaute, quand il va sur les moteurs de recherche, il y a 3 types de requêtes qui sont effectuées en général. Ce qu'on appelle des requêtes navigationnelles, c'est-à-dire que là, ça contient le nom ou, dans notre cas, le nom d'une destination en particulier, c'est-à-dire vacances au ski Hautes-Alpes. Ça, c'est une requête navigationnelle. Requête informationnelle, on est déjà plus dans des questions pour rechercher vraiment une réponse. Donc là, souvent, les résultats qui sortent, ce sont des tutos, des articles de blog, des articles de conseils, des forums aux questions. Donc, ça va être des questions de type quelle tenue pour skier, quelle météo, combien prévoir pour 4 jours dans le Morbihan. Enfin, voilà, ça, ce sont ces types de requêtes. Et les dernières requêtes sont des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire que là, la personne, elle sait déjà ce qu'elle veut acheter et elle cherche des infos sur soit la technicité du produit, soit sur comment obtenir le produit, le délai, les avis, les retours, les conditions d'échange, etc. Nous, vous l'aurez compris, ce qui nous intéresse, on est beaucoup plus dans la requête informationnelle, en fait. Les voyageurs qui préparent leur prochain séjour sont plutôt de l'ordre requête informationnelle et aussi navigationnelle quand on en est au stade de la recherche de la destination. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, il y a un article que j'avais fait sur les différentes étapes du parcours client quand il fait sa recherche de préparation de son prochain séjour. La première chose qu'on cherche, c'est où est-ce qu'on va partir. On ne cherche pas un logement tout de suite. Ce n'est pas le logement qui fait qu'on va quelque part. C'est une destination, c'est un lieu. Ensuite, après le lieu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire sur place. Je valide si la destination correspond aussi au type de vacances que j'ai envie de faire, si le budget sur place correspond aussi à mon budget, etc. Quand j'ai validé ces points, là, je me pose sur la partie hébergement. Et donc, on voit bien que l'hébergement arrive vraiment en 3e position sur ce type de requête. Jusque-là, c'est clair ? Donc, nous, on se positionne vraiment beaucoup plus sur informationnel et des requêtes de type navigationnel. Donc, ça nous donne déjà, en fait, un aperçu sur les types de... En fait, les types de requêtes, c'est important, c'est la manière dont elles sont formulées. C'est-à-dire que quand on regarde bien la formulation des requêtes informationnelles, on est souvent dans un format de questions. On est souvent sur des questions. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que vos contenus, plus vous les mettrez sous forme de questions aussi, et plus ça va pouvoir finalement correspondre à la requête qui a été formulée par l'internaute et donc que le moteur de recherche va aussi vous faire ressortir parce que vous ressemblez au plus près à la requête qui vient d'être formulée. Donc, le mot-clé, c'est très bien, mais plus la requête est ressemblante, plus vous avez de chances de ressortir. On va analyser très rapidement ce que sont les différents éléments qui composent ce qu'on appelle une SERP. Une SERP, c'est une page de résultats. En anglais, ça veut dire Search Engine Result Page. Donc, c'est à quoi ressemble une page de résultats sur, par exemple, Google. Il existe, normalement, vous les connaissez tous maintenant, mais je vous les représente parce qu'il y a eu des nouveautés. Les résultats payants, vous les connaissez, c'est ceux qui sont estampillés annonces. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez, en général, on les passe tous si on va directement aux résultats qui sont naturels. Donc, la différence entre un résultat naturel et un résultat payant, c'est celui où c'est marqué annonce ou pas annonce. Donc, on va dire que le premier résultat naturel qui sort ici, dans cet exemple, c'est le Locasun. On est bien d'accord. C'est-à-dire que Locasun, lui, n'a pas payé pour être là. Après, on va parler d'un autre sujet qu'on voit d'ailleurs dans l'exemple de Locasun avec sa petite note et son avis et son tarif. Ça s'appelle un rich snippet, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et il y a des résultats qu'on appelle les résultats shopping. C'est les recherches des résultats, c'est la petite barre qu'il y a en dessous. Et c'est ce que Google parfois met en avant, notamment pour de la réservation, ce qu'on appelle du résultat shopping.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle les résultats de la recherche universelle. Là, ce sont toutes les fiches, autrefois appelées Google My Business, qui s'appellent maintenant les fiches d'établissement. Qui d'entre vous n'a pas sa fiche d'établissement encore sur Google? Bon, ça veut dire que vous l'avez tous. OK. Donc ça, c'est très bien parce que vous voyez que ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Mettez-le à jour, mettez vos photos à jour, alimentez un peu votre page de temps en temps. Vérifiez que les infos sont à jour, notamment quand on change de saison. On ne pense pas forcément à retourner sur Google et remettre ses horaires quand on est sujet aux saisons. Donc, pensez-y. Et ça, c'est vraiment gratuit. Et ce qui est vraiment bien, c'est que même un site qui n'est pas très bien référencé, d'avoir sa fiche d'établissement, il peut ressortir ici. Et ces résultats-là sortent sur la première page. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Je l'ai déjà vu plein de fois chez des clients que j'accompagnais avant qui sortaient sur la 8e, 9e page, mais qu'en fait, comme leur fiche était à jour et en fait était présente sur la fiche d'établissement de Google, ils ressortaient à cet endroit-là. Donc en fait, il ne faut vraiment pas s'en priver et c'est vraiment des résultats qui sont devenus vraiment communs. Et il y a ce qu'on appelle le rich snippet. Le rich snippet, c'est des résultats enrichis. Et par exemple, là, on voit, c'est souvent le cas pour les recettes, c'est souvent le cas pour des films, des événements, des recettes, films, oui, c'est ça, événements. Il y a à peu près 5 ou 6 catégories. Et en fait, c'est Google qui va faire ressortir des liens supplémentaires. C'est-à-dire que si vous regardez mon premier lien recette bretonne, là, ici, vous voyez qu'il y a des petits liens bleus, en fait, des sous-résultats, des autres pages. Et en fait, il met en avant plus de liens que ce qu'il fait d'habitude. Parce qu'il estime qu'en fait, vos données ont été tellement structurées, votre site est tellement bien structuré et qu'il répond tellement bien à la requête en question. Donc là, on voit que moi, j'avais tapé recette traditionnelle bretonne. Et du coup, il met encore plus de résultats en avant sur ce même site web. Je reviens juste en arrière, on l'avait vu aussi là. Sur mon exemple de Location, on voit cette petite note 4 étoiles qui ressort avec le tarif, avec les avis et les tarifs. Ça, c'est pareil, c'est du rich snippet. C'est Google qui le fait ressortir. Alors, en fait, c'est la loterie. Vous ne pouvez pas faire grand-chose si ce n'est de structurer votre site avec donc ce qu'on appelle des données structurées. Là, ça rentre un peu plus dans un point complexe. Je l'ai mis dans le guide. Je vous ai mis des liens des pages Google qui vous expliquent comment le faire. On ne va pas se mentir, c'est un peu complexe, mais sachez que ça existe et que c'est juste de la bonification de Google. Voilà. Plus votre site est propre, bien fait, etc. C'est-à-dire que là, pour ce site, en l'occurrence, les fiches de recettes sont toutes sous le même gabarit, ont toutes des mêmes structures, et du coup, pour le moteur de recherche, c'est très clair comme lecture. C'est pour ça que derrière, il arrive facilement à faire ressortir ces types de liens. Donc ça, on va dire, c'est le Graal des résultats de recherche, c'est d'avoir plein de petits liens supplémentaires, plein de petits bonus qui ressortent sur notre annonce. Mais ça ne s'achète pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne s'achète pas, ça se travaille en référencement naturel. Ensuite, il y a le bas de page, donc les extensions d'annonces, c'est-à-dire quand Google se dit, tiens, pour aller plus loin dans votre recherche, il y a des recherches associées. Recherches associées, c'est les autres internautes ont aussi été regarder ces autres résultats. Il y a 2 choses qu'on voit ici. Il y a la présentation de livres et puis il y a les autres mots-clés qui ont été tapés. On voit plus bas. Vous voyez avec la petite loupe. Donc ça, ce sont des recherches associées. Ça s'appelle ce qu'on appelle des Google People Ask. Donc les personnes sur Google recherchent aussi. Et ça, c'est vraiment important, cette partie basse, vous allez voir. C'est bon pour la composition d'une page de résultats? Vous avez bien vu tout ce qui peut apparaître. Et en fait, je le redis, mais cette partie basse qu'on vient de voir, là, les extensions d'annonces, les recherches associées, c'est vraiment un point qui est important, qui va vous aider ensuite. Ça va vous permettre de faire des déclinaisons et du coup d'étoffer ce qu'on appelle votre univers sémantique. Donc là, on va passer à l'étape où on collecte, l'étape numéro 1, parce que là, c'était l'intro. L'étape numéro 1, où on collecte des données pour choisir les bons mots-clés. Alors, on a tendance à vouloir faire des sélections des fois de 100, 130, 150 mots-clés, et en fait, à tort, parce que ça fait trop. Et le plus dur, c'est effectivement d'amasser plein de mots-clés et à la fin, de les hiérarchiser, les catégoriser. C'est ça, en fait, le vrai travail du référencement naturel.
c'est d'abord de collecter un maximum et à la fin de revenir en format entonnoir et se dire, OK, maintenant, lesquels sont les plus pertinents? Et la notion de pertinence, ce n'est pas forcément vous qui allez la donner, c'est Google, en fait, qui va vous donner est-ce que ce mot-clé est plus pertinent qu'un autre ou pas grâce à certains outils. Et donc, il y a des outils gratuits, encore gratuits, pour tester et trouver les mots-clés les plus pertinents. Alors là, c'est tout bête, mais c'est vraiment tout bête, hein. Mais ça s'appelle le Google Suggest. Vous voyez, quand moi je tape un mot-clé et qu'il m'en suggère plein derrière, dessous, ça s'appelle le Google Suggest. Et ça, ce n'est pas anodin, ça veut dire que les gens ont commencé à taper ça et on continue. Et d'autres ont fait d'autres requêtes. C'est-à-dire que vous, si vous amusez à aller taper, par exemple, location, vacances ou séjour, vacances dans votre destination, avec le nom de votre destination, vous allez voir ce qui déroule derrière. Et ce qui déroule derrière, c'est intéressant de le noter. Parce que c'est vraiment des requêtes qui sont ressorties. Si elles sont proposées, c'est qu'il y a eu un nombre de requêtes important. Donc, vous pouvez commencer déjà à vous les noter, ces quelques mots-clés qui vont dérouler. Ça, c'est la première chose. C'est tout simple, c'est tout bête, on n'y pense pas, mais en fait, c'est vraiment pas anodin. Ensuite, il y a ce que je vous disais, donc les recherches associées qui sont en bas de page, donc juste avant de passer à la page suivante. C'est pareil, c'est un peu le même principe que le Google Suggest. Et donc là, on voit que sur le mot-clé, moi, j'avais tapé par exemple intention de recherche, il y a intention de recherche SEO, Google Trends, mots-clés d'intention, etc. C'est-à-dire que demain, je voudrais créer des contenus sur le mot-clé intention de recherche. J'ai tout intérêt à aussi aller élargir mon contenu sur d'autres mots-clés, d'autres recherches comme celles qui me sont suggérées ici, par exemple. Typiquement Google Trends. Donc, vous pouvez faire vraiment la même chose de votre côté. Ça, c'est vraiment tout simple à faire. Et du coup, vous allez voir, ça va commencer à vous faire une sacrée liste. Donc, faites-le sous Excel, par exemple, ce travail-là. Et petit à petit, vous allez faire en fait un tableau Excel qui va, comme un entonnoir, qui va finalement se réduire. Parce qu'après, vous allez les catégoriser aussi, ces contenus, ces mots-clés. Hop. Bon, là, je l'ai mis dans le guide, je vous le remets là. On ne va pas le faire là, maintenant, en live. Mais sachez que pour démarrer, quand on va y aller mollo, on va dire, avec vos sites, déjà, si vous arrivez à faire 10 pages d'entrée susceptibles d'être des vraies pages de résultats de recherche informationnels, on est déjà vraiment pas mal, je vous le dis. Maintenant, un site web, c'est sûr que si demain, vous avez 150 pages de contenu, c'est le top. Plus vous en aurez avec des contenus variés, etc., mieux ce sera. Je suis consciente que vous n'avez pas le temps de faire toutes ces pages d'un coup, mais avec le temps, vous allez en rajouter en fait au fur et à mesure. Et le but, c'est de vous préparer ce travail de création de pages qui va s'ajouter au fur et à mesure et d'avoir en fait la trame. C'est-à-dire que là, vous allez commencer par la base, qui sont ces fameuses 10 pages d'entrée, voire 20, on y viendra après. Vous allez voir comment je vous les rassemble. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, si je devais avoir que 10 pages sur mon site, qui sont des pages d'atterrissage, en fait des pages d'entrée sur lesquelles quelqu'un qui souhaite préparer un séjour dans ma région doit tomber dessus, ce seraient lesquelles, clairement. C'est ces fameuses 10 pages d'entrée. Donc ça, c'est une réflexion que vous allez devoir avoir. Et encore une fois, j'insiste, on parle vraiment de quelqu'un qui prépare son séjour. Il ne vous connaît pas. Donc n'allez pas me parler de votre gîte maintenant. Pour l'instant, il ne cherche pas votre gîte. OK ? Pour l'instant, il cherche à préparer son séjour. C'est là où vraiment il faut faire attention. Si on parle d'un voyage, on parle d'un séjour, on parle d'une destination et on parle d'expérience aussi à vivre. Yann ? Oui ? Excuse-moi. Du coup, ça veut dire, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, par exemple, d'avoir un blog. Oui, c'est-à-dire clairement. Que ça ouvre, ça ouvre exactement. une page. Tout à fait. En fait, il peut y avoir 10 pages d'entrée qui sont des pages statiques. Ouais. Ça ne me pose aucun souci. C'est-à-dire tu vas avoir une section peut-être découvrir la région, enfin découvrir le Morbihan, je ne sais plus où tu es en Bretagne. Charente-Maritime. Charente-Maritime, voilà. Je te la fais court, ça se trouve que tu n'es pas du tout là-bas, mais découvrir La Rochelle. Ouais. Ça, c'est une page d'entrée que tu peux laisser en statique, pas forcément dans un blog. OK ? Et là, les 10 pages d'entrée, on peut imaginer que ce sont des pages statiques. Ouais. Après, tout le reste des idées de mots-clés, etc., les catégories, ça deviendra effectivement des pages de blog, par exemple, ou des sous-pages statiques aussi. Okay. Il n'y a pas de règle. Blog ou page statique, ce n'est pas très, très grave. Mais que ce soit une entrée. Il faut qu'il y ait du contenu.
et du contenu hiérarchisé. En fait, il faut se dire que les moteurs de recherche sont ultra maniaques, c'est des robots. Donc, plus tu leur dresses un chemin et plus ils y vont tout droit et c'est facile et plus ils arrivent à scanner le maximum d'informations. OK. Ouais, merci. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que là, je ne suis pas du tout en train de vous parler de votre logement. Sur ces pages-là, on est vraiment sur une entrée de recherche sur un séjour à préparer. Donc ça, c'était la première étape, c'est déjà réfléchir aux intentions de recherche et se dire quelles sont les phrases ou les mots-clés. Donc un mot-clé, ce n'est pas juste un mot, c'est une chaîne de mots-clés qui peuvent être utilisés par mes futurs voyageurs quand ils viennent, quand ils sont à la recherche quand ils sont en train de préparer leur prochain séjour dans ma région, et sur laquelle je peux être le plus proche possible, je peux y répondre le plus près possible. Ensuite, deuxième étape, c'est catégoriser l'ensemble de ces fameuses données. Et là, on a notre ami Google Ads qui rentre en compte. Google Ads dans sa version gratuite à ce moment-là. Là, tout ce que je vous dis, ce sont que des outils qu'on peut utiliser gratuitement. C'est un peu le créneau que je prends, c'est toujours essayer de prendre des outils dans leur version gratuite. Donc là, on va, j'ai dit 10, mais si demain, vous avez une liste de 10, 15, 20, 30 mots-clés, il n'y a pas de souci pour l'instant, à ce stade-là, voyez justement, mettez-en beaucoup si vous le souhaitez, pour ensuite, derrière, pouvoir évaluer le volume de recherche qui sera fait par vos internautes. Et vous verrez qu'il y a en fait, que parfois, ce n'est pas assez précis ou trop précis, et du coup, il n'y a pas assez de recherche. Qui a déjà été sur Google Ads? Non pas forcément pour faire des annonces payantes, mais juste par curiosité. Non, jamais. Pascal, toi, tu ne l'as pas déjà fait, toi? Non? D'accord, je pensais. Véronique, non plus? Tu n'as jamais été, toi? D'accord. Alors, pour petit rappel, c'est là où je commence à rentrer dans la notion de catégorie de recherche. Donc, on a vu qu'il y avait des requêtes donc, de type informationnel, navigationnel. On a vu qu'il y avait des intentions de recherche, donc c'est des mots-clés, des requêtes qui sont faites par les internautes. On peut les catégoriser par ces différents types que je vous ai mis ici. Tout ce qui va être question, donc toutes les requêtes qui commencent par comment faire, quoi faire, pourquoi, etc. Vous, dans votre cas, en termes d'hébergeur, en tant qu'hébergement touristique, ça peut être quoi faire sur place, que faire sur place, comment venir à l'île de Ré, typiquement, si je prends l'exemple de La Rochelle, je suis à l'île de Ré, comment venir à l'île de Ré, etc. Ça, c'est des exemples de catégories de requêtes sous forme de questionnement. Après, il y a les requêtes de type transactionnel, de type louer une maison de vacances à La Rochelle, louer une maison de vacances dans les Hautes-Alpes, dans le Lot, etc. Il y a aussi cette notion de pas cher. Vous voyez, ce mot-clé, cette chaîne de mots-clés, louer une maison en bord de mer pas cher, c'est une requête. Elle n'est pas assez précise parce qu'en bord de mer, ça peut être n'importe où, mais ça pourrait être louer une maison à Fréjus, pas cher. Voilà. Le fait de mettre la destination, je ne pense pas qu'il y ait tant... Enfin, quand on démarre son séjour, on a quand même au moins une petite idée à peu près où on va, un secteur, pas forcément le nom d'une commune, mais par exemple, si j'ai décidé de partir dans le Lot, je sais que je pars dans le Lot. Voilà. C'est pas, ça vient pas tomber comme ça du chapeau, en général. Bon, les définitions, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Après, il y a toute la partie, je suis à la recherche je pose des requêtes de type besoin d'un avis, d'un conseil ou d'un guide. Là, on a besoin finalement de contenus qui sont plutôt rassurants souvent en fonction de quand on va finaliser son achat. Notamment des conseils, ça peut être bien préparer votre séjour, une checklist. C'est souvent aussi ce qu'on peut trouver. Bien préparer son séjour, vous faciliter le séjour avec vos enfants, etc. Ou aussi des avis, des fois des avis sur des restaurants, des avis aussi sur des activités. Là, on va, dans le cadre du tourisme, la catégorie avis, conseil, guide, elle va peut-être plus se prêter sur des activités. Activités, restaurants, expériences à vivre. Mais ça ne vous empêche pas de les faire vous-même, ces contenus, on est bien d'accord. Dans le même ordre d'idée, il y a la classification, c'est-à-dire mes restaurants favoris, top 5 des restaurants favoris, top 5 des activités à faire en été, top 5 des activités à faire en hiver, etc. Là, c'est des contenus généralement qui sortent plutôt bien. Et là, on est effectivement plus dans des articles de blog, par exemple. Et puis, là, évidemment, la géolocalisation, quand on parle d'une destination,
N'hésitez pas à varier les terminologies de votre destination. Ça peut être une ville, ça peut être une région, ça peut être un massif, ça peut être le pays. Au niveau local, vous avez voilà, il y a je crois que Pascal, on parle du pays de Rocamadour, si je ne me trompe pas. Parfois, il y a le mot vallée, parfois, il y a... Voilà. N'hésitez pas à changer et à varier aussi ce type de terminologie quand on parle d'une géolocalisation, parce que tout le monde n'utilise pas la même chose. Il y a région, territoire, etc. Donc, ça, c'est vraiment les différentes catégories. Ça va vous permettre de classer vos mots-clés et du coup de dire peut-être que je vais commencer aussi par travailler d'abord toutes les requêtes qui sont de type questionnement, tous les types de requêtes qui sont de type besoin d'un avis, d'un conseil, etc. Ça, c'est à vous de voir après. Ça vous permet déjà de structurer en fait vos contenus. Et ensuite, vous avez vos fameuses... Donc, vous avez petit à petit étoffé une liste de mots-clés. En fonction, en fait, les mots-clés, on peut partir vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire qu'entre partir d'une destination avec enfant, partir d'une destination, mais je décline sur le budget, etc., on peut se retrouver facilement avec 150 pages. Hein. Je n'exagère pas quand je vous dis ça. Mais après, c'est justement de ces 150 mots-clés, on peut derrière se dire, OK, maintenant, je vais analyser ceux qui sont les plus pertinents. Et là, on utilise donc l'outil de planification des mots-clés. Donc, en fait, il suffit simplement d'aller sur Google Ads. Dans le guide, je crois que je vous ai mis directement un lien pour accéder à Google Ads. Et en fait, d'utiliser l'outil d'analyse et de prévision des volumes de recherche. Donc là, en fait, vous allez arriver sur cet outil de planification des mots-clés. Et en fait, il vous propose de copier-coller tout simplement vos mots-clés par ligne ou séparés par virgule. Et là, votre fameux Excel, vous le prenez, vous l'insérez et il va faire son petit travail et ça va vous donner des résultats de cette sorte-là. Là, par exemple, j'ai pris les visites incontournables en Bretagne, visites incontournables Morbihan, visite Bretagne. Ça, c'est 3 exemples. Et en fait, il vous les classe par le nombre de moyennes de recherche mensuelles. Vous voyez que, je prends l'exemple de visite Bretagne, il y a entre 1000 et 10 000 requêtes qui sont faites par mois, en moyenne, sur cette terminologie-là. Et on voit qu'à la colonne de droite, il y a un coût, c'est l'enchère moyenne. L'enchère basse, excusez-moi. Ça, c'est quand on veut aller plus loin et que du coup, on veut justement faire des annonces payantes. On sait à peu près quel coût prévoir. Mais en fait, c'est vraiment intéressant. On voit aussi la concurrence. Vous n'avez pas besoin d'aller justement sur des concurrences très fortes. Moyenne, ce serait peut-être bien, mais très forte, ça ne sert à rien parce que ça veut dire que vous ne ferez certainement pas le poids pour l'instant. Mais au moins, vous savez qu'il y a des requêtes qui sont recherchées, qui sont vraiment tapées grâce à ce nombre moyen de requêtes mensuelles. Ça, vous savez que c'est vraiment des mots-clés qui sont tapés. Pour autant, vous savez que la concurrence est encore faible là-dessus, donc ça veut dire que vous pouvez aller chercher à vous positionner. On ne va pas se mentir, on ne va pas chercher à aller déloger le tourisme Bretagne. On n'y arrivera pas. Mais pour autant, je sais que si je crée des pages, des contenus avec ces types de mots-clés, vous voyez que derrière, on est plus sur des mots, des géolocalisations plus précises, par exemple. Donc là, on voit aussi la variation sur les derniers mois, c'est-à-dire que vous voyez si c'est la saisonnalité en ce moment qui fait qu'il y a plus de recherches. Et donc, peut-être que vous savez que de telle période à telle période, il y a les mots-clés qui, je vous dis n'importe quoi, peut-être qu'en Bretagne, on prépare son voyage en mars-avril et qu'on est déjà en train de préparer son voyage d'été en Bretagne à cette période-là. Et donc, vous verrez que la variation sur les 3 derniers mois, elle aura été plus importante. Et puis, tout à droite de ce tableau, on voit qu'on vous propose d'affiner vos mots-clés en ajoutant des petits mots en plus, les environs, à pied, en semaine, des petits mots, des adjonctions ou des adverbes qui viennent finalement compléter la requête. On peut aussi vous proposer, tiens, et si vous étoffiez avec le nom de la ville ou le nom du département, justement ce côté très géolocalisation. Donc ça, en fait, suivez Google, en fait, qui vous guide, qui vous donne des pistes et commencez, en fait, à hiérarchiser et à mettre des scores à vos mots-clés petit à petit et vous dire, voilà, c'est un travail qui est long, on ne va pas se mentir,
Là, on voit que ces résultats sont les résultats qui sont sortis sur une année. Hein. C'est de novembre 2021 à octobre 2022, si vous regardez le tableau. Donc ça, c'est, encore une fois, un plan de mots-clés qui sont proposés par Google. Enfin, c'est vos mots-clés que vous avez insérés et Google vous sort toutes ces stats sur ça. Donc, vous allez peut-être là vous dire, OK, il y en a que je vais effectivement pas traiter en priorité, etc. Ou je vais garder des mots-clés ou des requêtes plus précises. Ça, c'est vraiment important pour évaluer les volumes de recherche. C'est long et c'est fastidieux. Là-dessus, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Mais ça évite peut-être aussi de perdre du temps sur d'autres mots-clés parce qu'on est souvent on est vraiment auto-persuadé d'avoir les bons mots-clés et en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout pertinents. Quand on passe dans cet outil, on se rend compte qu'on n'était pas du tout pertinent. Moi-même, hein, il y a des mots-clés concernant mon activité. Quand je les passe au crible, je me rends compte qu'en fait, j'ai des pages que j'ai créé des contenus, des pages de contenu qui finalement ont très peu de recherche. Donc, je me suis un peu embêtée pour rien sur certaines pages. Et donc, dans le guide, il y a ce fameux travail, encore une fois, où vous devez identifier. Donc là, je suis passée à 20 mots-clés avec l'aide des fameux outils comme Google Suggest ou les recherches associées que je vous ai montrées en tout début. Et à partir de ces 20 mots-clés, vous les passez au crible dans l'évaluateur de volume de recherche. Ça va vous aider déjà à les affiner. Et si vous voyez que les résultats sont nuls, entre guillemets, qu'il y a vraiment peu de recherche, ben, on prend les mêmes et on recommence. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux passer du temps là maintenant à essayer, tenter, etc. et de se dire, punaise, mais je ne trouve pas les bonnes requêtes, plutôt que de se dire, c'est pas grave, j'y vais quand même et je crée finalement des pages qui ne seront pas lues du tout, quoi. Donc, il vaut mieux le faire maintenant où ça va plutôt vite, plutôt que d'aller créer des pages de contenu sur des thématiques ou des sujets qui soit sont trop forts en termes de concurrence, donc vous perdez du temps aussi, ou ne sont pas du tout des requêtes qui sont faites depuis un an. C'est tout bête. Voilà, donc économisez un peu vous du temps pour la suite, mais là, c'est le moment où vous pouvez envoyer des listes de mots-clés. C'est rapide, vous partez d'un tableau Excel, vous copiez-collez, ça va très très vite en fait. Des questions sur ça? Hormis que ce soit fastidieux. Après, on va voir les différentes déclinaisons de mots-clés, hein, en fait. Vous allez voir, je vous disais, ça peut partir on va partir de ce que j'appelle des pages piliers avec des sous-pages. Et là, vous allez voir que ça va vraiment se réduire comme un mind mapping, en fait, où on va partir en entonnoir. J'ai une question, Yana, qui est peut-être complètement idiote, hein, mais tant pis, je me lance. Sur justement ces mots-clés, une fois qu'on les a affinés, identifiés, ça veut dire qu'ils doivent apparaître dans le texte lui-même, le contenu que tu produis. Il va apparaître, tu verras, à plein d'endroits, notamment le titre. Ce sera le titre d'une page. Ce sera l'URL d'une page. Pas forcément toute l'URL, mais le mot-clé phare sera dans l'URL. Ce sera dans tes balises de texte, dans tes balises de ta page aussi, les balises méta, et évidemment plusieurs fois redondant dans ton texte, dans ta page. En fait, je le dis plusieurs fois, mais justement, j'y reviens à la fin dans les astuces. On oublie souvent qu'on a fait un travail sur un mot-clé. Une page égale un mot-clé. Une page égale une requête. Dans tous les cas, c'est-à-dire que tu as fait une liste de 20 mots-clés, c'est-à-dire que tu auras 20 pages différentes qui peuvent parfois se ressembler. OK, le sujet reste le même, donc ça va forcément... Mais elles vont se permettre des rebonds. Et c'est là où justement on rentre dans la notion de pilier et sous-page, pour voir comment tu vas arriver à structurer pour que d'un même sujet, derrière, tu vas le décliner en sous-sujets et du coup que ça fasse redondant, mais pas tant que ça pour l'internaute. OK ? Ouais, super. Il y avait une question ? Non, c'est bon. OK. Donc, je passe à l'étape 3. Comme ça, après, on pourra rentrer un peu plus dans les questions que vous pourriez avoir. Justement, là, on rentre dans structurer son site web et le maillage de ses contenus. Effectivement, demain, imagine que tu as sélectionné, tu t'es lancé dans un projet de 50 pages ou 50 contenus avec 50 mots-clés différents à structurer. Il faut effectivement les structurer parce que tu ne vas pas les mettre 50 dans ton menu principal. Ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de faciliter la navigation à son visiteur et de ne pas avoir un menu surchargé, mais ça ne veut pas dire que ça vous empêche d'avoir un site avec 300 pages. Au contraire.
Donc, principe numéro 1 à garder en tête, votre site web n'est pas un Wikipédia. J'insiste là-dessus. Inutile de faire des pages à rallonge. Ce n'est pas le but. On n'est pas dans un concours de scroll. Au contraire, allez plutôt créer ce qu'on appelle des mini-portails d'information thématiques. C'est-à-dire, ça peut être des thématiques soit dans le type de recherche, c'est-à-dire si on revient sur les catégories de tout à l'heure, des questionnements, des conseils, etc., ça pourrait être une thématique de votre contenu. C'est-à-dire que vous classez vos contenus par conseils. D'ailleurs, on voit des foires aux questions, souvent sur les sites, conseils, foires aux questions, etc. Ça peut être un premier type de contenu, ou alors une thématique, ça peut être par destination, par page pilier qui peut être activité, expérience, etc. Ça, c'est à vous de voir. En général, quand on vient sur un site touristique, on a tendance plutôt à parler d'informations touristiques, plus que manière de consommer le site. Et donc là, en fait, tous vos contenus que vous allez faire, vous allez les hiérarchiser pour en faire ressortir ce que j'appelle des pages piliers. C'est-à-dire que les pages piliers, vous allez en avoir 4, 5, en fait, ce sont des thématiques, 4, 5, pas plus de 10, parce que ça veut dire que votre menu il devient trop conséquent. Et ces pages piliers, en fait, elles permettent d'avoir une vue globale d'une information qui est à sa disposition dans le site. Mais en fait, à l'intérieur, vous allez faire des sections, des blocs dans ces pages qui vont ensuite permettre à l'internaute d'aller accéder à une autre sous-page de cette thématique-là. D'accord ? Je vous donnerai après un exemple plus concret. Et donc, l'idée, voilà, c'est ça. C'est que laisser la personne pouvoir naviguer, balayer, avoir une vue d'ensemble d'un premier coup d'œil et ensuite prendre le temps d'aller creuser au fond des sous-pages. C'est ça le but. Mais n'allez pas sortir des kilomètres et des kilomètres de pages de contenu qui ne seront pas lus et qui, du coup, vont passer à la trappe. Gardez vraiment ça en tête. Oui. Oui. Et comment on crée les sous-pages pratico-pratiques? En fait, tu crées... Eh bien, en fait, typiquement, on verra un exemple. D'accord. Par exemple, j'ai une page activité balade ou balade en famille dans le Gers, par exemple. Ça, c'est ma page pilier, balade famille, en fait. Et des sous-pages, ça peut être balade en famille à vélo, à pied, à cheval, en voiture, en moins de 3 heures. Tes thématiques, tes sous-pages, elles peuvent être complètement variées. Et tu vois qu'en fait, c'est l'extension de mon mot-clé, en fait, les sous-pages. Et elles sont, concrètement... Elles sont cachées dans ton menu. En fait, elles sont visibles dans ton menu, mais c'est des sous-pages. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans ton menu principal. Oui. Tu passes par la page pilier, comme dans un portail normal. Oui. Et derrière, tu proposes des boutons. C'est des liens, du coup? Oui, c'est des liens. Oui, c'est des liens. Okay. En fait, et c'est hébergé sur quoi, du coup? Ça reste sur le site. J'ai du mal à voir. En fait, je vais te donner des exemples plus concrets après, tu verras. Okay. En fait, c'est des sous-pages, tout simplement, et tu crées des liens de page à sous-page. D'accord, ok. En fait, c'est une arborescence. C'est une arborescence. Ouais. Sauf qu'effectivement, cette liste de sous-pages, tu ne la mets pas dans ton menu de navigation, parce qu'elle serait trop longue, en fait. Dans ton menu de navigation, tu vas... Du coup, c'est pour ça que je pense que je ne visualise pas. Mais très bien, je vais essayer de voir comment faire ça. En fait, dans ton arborescence WordPress, elles existent. Oui. Mais dans ton menu de navigation sur le site, ça ne se voit pas. Ok, je comprends. Merci. Par contre, tu vas les retrouver. Si tu as laissé un fil d'Ariane sur ton site, tu retrouveras le cheminement. Ok, très bien. En fait, elles ne sont pas masquées, c'est juste qu'elles n'apparaissent pas dans le menu de navigation. Dans le menu, oui, j'ai bien compris. Ouais. C'est juste que je n'ai jamais fait, donc je pense qu'il faut que je le fasse pour mieux Mais je vais te donner des liens après vers des sites web, en fait, de tourisme, tout simplement, et tu verras que la plupart partent de ce type-là. Ouais. Super. Avec cette notion de page pilier, en fait. Ouais. Donc là, justement, c'est un des gros travaux que vous allez faire une fois que vous avez toutes vos listes de mots-clés, c'est de structurer votre site en partant de ces 4-5 pages piliers. Et chaque page pilier, elle a des sous-pages qui sont déclinées par besoin de votre clientèle de voyageurs. Encore une fois, je reviens là sur ce point, c'est que vous deviez, au préalable, si vous avez suivi les sauts de café live, vous spécialiser. Avoir une niche, avoir un segment de clientèle de voyageurs spécifique.
Et du coup, de se dire que j'aimerais toucher tout le monde, mais en fait, ça ne sert à rien, je ne toucherai pas tout le monde. Donc, en fait, autant vous spécialiser par rapport à ce que votre hébergement est capable d'attirer et de vous dire, je mets de côté tel type de population, je vous dis n'importe quoi, mais si votre bien est situé dans un petit village tranquille et au milieu avec des voisins pas très très loin, on oublie tout ce qui est enterrement de vie de garçon et vie de jeune fille aussi. Enfin voilà, il y a des clientèles qu'on ne vise pas. Par contre, on peut être beaucoup plus sur de la famille, du retraité, enfin voilà, du tourisme un peu plus calme. Ça, c'était un exemple un peu extrême. Et après, je viendrai avec des exemples plus concrets de page pilier et de sous-page. Je crois que je l'ai, voilà, juste là. Exemple de page pilier qu'on retrouve parfois, c'est la notion de budget. En fait, quand on est hébergeur touristique, on ne pense pas à proposer des pages de contenu, alors que quelqu'un qui prépare son séjour, il prépare forcément avec un budget. Et du coup, de se dire, tiens, et si je proposais aussi quel budget pour partir en vacances dans ma région? Quel budget prévoir, etc. Et dans ce budget, on peut l'aider à préparer son budget. En fait, dans ces pages-là, on peut l'aider. C'est-à-dire que derrière, quel budget prévoir quand je pars dans le Lot, on peut faire des sous-pages de... bon, là, c'est aller très, très loin, là, mais prix moyen des bistrots, le budget pour une famille de 4, à quoi il faut s'attendre en termes de coûts d'activité, etc. Le budget pour un couple, le budget en termes de transport aussi, si on vient en train, etc. Sans dire que vous allez devenir la SNCF, sans dire que vous allez devenir non plus l'observatoire du tourisme. L'idée, c'est aussi peut-être de quand même créer des contenus parce que cette question, elle va revenir. La notion du budget, elle revient en général. Combien prévoir, je vous dis un exemple, les forfaits de ski, quand on part et qu'on n'a pas l'habitude, par exemple, c'est notre première fois, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, on ne sait pas quel budget prévoir, on ne sait même pas qu'il faut prévoir la location, le forfait, les cours de ski, le matériel. En termes de budget, il y a déjà 4 postes de dépenses quand on part au ski. Quelqu'un qui part pour la première fois avec sa famille, s'il n'a pas cette notion-là, il va pleurer à la fin de ses vacances ou il ne part pas. Voilà, s'il n'a pas préparé son budget. Ça, c'était un exemple, mais c'est des questions. Plus vous allez faciliter la personne dans sa préparation de séjour, plus elle va passer du temps sur votre site, en fait. Elle va rester sur votre site. Et elle va continuer à aller creuser tous les contenus qu'il y a dans votre site. Alors, là, je ne l'ai pas mis. Je vais vous donner plusieurs exemples, en fait, parce que j'avais participé récemment, avant de quitter mon ancien job, à la refonte du site web de l'Office de tourisme où je travaillais, qui est sorti. Il n'est pas complètement abouti, il n'est pas totalement terminé là où je voulais qu'on aille. Mais pour autant, si vous tapez, par exemple, si vous tapez ledévolui.com, je vais vous noter. Tu peux noter, s'il te plaît, Sylvie, pour moi, dans la barre du Zoom, dans la discussion, ledévolutoutattaché.com. En fait, vous allez voir qu'avec l'agence, et vous pourrez aller voir tous les exemples de l'agence avec qui on a travaillé, qui fonctionne beaucoup comme ça, ça s'appelle l'agence Raccourci, qui est à La Rochelle d'ailleurs. Et en fait, on a fait un travail de création de contenu. C'était des tableaux Excel gigantesques. En fait, on est parti de ce qu'on appelle des pages piliers. En l'occurrence, dans le cadre d'un office de tourisme, c'était des pages d'envie. On est parti sur les envies des voyageurs qui venaient. Ils avaient envie de se détendre, ils avaient envie d'insolite, ils avaient envie de nature, enfin de pleine nature. Ils avaient envie de... On peut partir, par exemple, sur ça. Sur des envies, ça peut être une idée de page pilier. Et dans les pages piliers, il y a des sous-pages qui sont en fait des expériences, dans notre cas, sur le site du dévolu.com. Donc, c'est-à-dire que dans la page pilier envie de grandeur nature, eh bien, j'ai une expérience me balader au cœur du Vallon d'Anne, par exemple. Ça, c'est une expérience à vivre. Donc, voilà un exemple. Pour Patricia, tout à l'heure, tu me demandais à quoi ça pourrait ressembler. C'est une page pilier peut être une thématique et une sous-page peut être des expériences à vivre au sein de cette thématique, par exemple. Ça, c'est une idée. Est-ce que ça te parle un peu plus? Je ne sais pas si tu as entendu. Si, c'est bon. Ok. Est-ce que pour les autres, Véronique, Sylvie,
Est-ce que, Christine, est-ce que pour vous, cette notion de page pilier, sous-page, ça vous parle un peu plus? Et n'hésitez pas, parce que je vais en parler dans la dernière section, n'hésitez pas à aller sur tous les sites qui ont été créés par Raccourci, parce qu'ils en font beaucoup dans le tourisme, donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a vraiment énormément de sites. Vous verrez qu'on part souvent effectivement de ça, de la notion de territoire d'abord. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce territoire? Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir? Et des sous-pages qui sont soit des expériences, soit des restaurants et des activités, et après des conseils. Voilà. Et donc, j'en viens à cette fameuse 4e section où on est plutôt sur des astuces. Et ça rejoint, Patricia, ta question. C'est qu'à partir du moment où vous avez fait tout ce maillage, vous allez commencer à créer, quand je vous ai dit de faire des mini portails d'information, vous allez imaginer sur votre site des gabarits de pages, c'est-à-dire des pages qui sont structurées de la même manière, c'est-à-dire qu'une page pilier, comment vous allez lui faire un gabarit, un brouillon au départ, en disant, OK, je veux qu'elles aient toutes la même forme, déjà parce que c'est plus agréable d'aller sur des sites où les structures se ressemblent, parce que du coup, je me perds moins. Et donc, mes pages piliers auront un même gabarit, ça ressemblera à un mini portail d'information. Donc, si vous retournez sur l'exemple du Devolu.com, les pages piliers sont donc les fameuses pages d'envie. Et elles sont toutes construites sur la même forme. C'est une photo, un titre, une description du texte, mon fameux mot-clé qui revient plusieurs fois. Ça, c'est la partie haute de la page en général. Et puis, j'ajoute des sections. Ces sections, ça va être quoi? Ça peut être bon à savoir, des activités à la une. Et ça veut dire que bon à savoir, ça peut être des petits encarts. Hein. Ce n'est pas forcément une page dédiée. Les infos pratiques, ça peut être pareil, des petits encarts de texte. Par contre, vous pouvez faire remonter à cet endroit-là, dans ces fameuses sections. Et là, Patricia, du coup, c'est là où je m'adresse à toi en particulier. On peut faire remonter d'autres sous-pages. Exemple, les activités à la une. Si j'ai fait une page dédiée à une activité de type sortie en raquette, de type sortie avec tel guide, etc., parce que vous avez des partenariats locaux, c'est le moment de les faire ressortir à cet endroit-là, par exemple. OK. Donc là, vous allez avoir votre fameuse page qui ressemble à un mini portail d'information avec des infos pratiques, des checklists, des petits conseils de dernière minute et des sous-pages qui remontent sous forme de petites vignettes souvent ou sous forme de titres. Et donc, on peut aller cliquer dessus et du coup, continuer à se balader. Et donc, ça favorise pour vous aussi ce qu'on appelle le taux de rebond. C'est-à-dire que la personne continue à rester longtemps sur votre site et elle navigue de page en page et donc elle rebondit sur votre site. Et ça, dans les stats, Google aime bien quand l'internaute passe du temps sur votre site. Donc, l'objectif, c'est effectivement de donner à manger à votre internaute régulièrement. En général, on préconise toujours que dans une page, on n'abandonne jamais l'internaute en bas de page, ni en milieu de page d'ailleurs, sans rien faire. Il faut toujours qu'il y ait une action à faire. Ça peut être soit découvrir d'autres envies, découvrir d'autres activités, etc. Vous pouvez proposer de passer d'un pilier à l'autre. C'est-à-dire, vous étiez dans la page pilier envie de grandeur nature. Le call to action en bas de page, ça peut être découvrir les autres envies, les autres possibilités. Enfin, là, je n'ai pas le terme, mais voilà. Ou alors plutôt envie de détente, envie de nana. Et là, vous mettez en avant les autres pages piliers, par exemple. Mais toujours proposer une action à faire à la fin d'une page. On n'abandonne pas le lecteur à la fin d'une page avec plus rien à lui proposer. On lui propose de rebondir sur un autre contenu. Est-ce que les gabarits de page, ça vous parle? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, quel que soit l'outil que vous avez utilisé, hein, d'ailleurs. Et en fait, ce sont ces fameuses pages piliers, comme vous pouvez les imaginer, comme des mini portails d'infos. Et elles n'ont pas besoin d'être ultra riches et denses, du moment qu'elles sont structurées, que les mots-clés, on les retrouve dans la partie texte et description, dans le titre, dans l'image, etc. N'oubliez pas de glisser vos mots-clés dans vos images aussi. Hein. Mettez-les bien partout, parce que Google Images, c'est aussi du référencement. Donc, pensez aussi que toutes vos images doivent avoir une image que vous utilisez en couverture d'une page pilier, elle doit avoir le même titre que la page, avec votre nom, votre copyright, etc. Est-ce que sur le gabarit de page, il y a des questions? Ça vous paraît clair?
N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, donc l'exemple du Dévolu, c'en est un parmi d'autres. Allez sur les sites, les différents sites réalisés par l'agence Raccourci. Moi, ça m'a énormément aidé quand j'ai fait quand j'ai fait ce projet de refonte de site. Je suis allée voir beaucoup des leurs. Et en fait, ils ont cette structure de dire on attire le visiteur non pas par vraiment par ses besoins en fait, de voyage, ses envies de voyage d'abord. Et ensuite, on lui propose d'une envie de voyage qui est plutôt de détente ou de sport ou de rando, de marche, etc. Derrière, on va lui proposer des expériences. Et ce qu'on appelle des expériences, là, en l'occurrence, ce sont des sous-pages. Voilà. Donc, les gabarits de pages, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire là, par contre, vraiment facilement vous-même. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et du coup, d'avoir ce gabarit qui ressemble, vous allez pouvoir le décliner sur toutes vos pages piliers. Et votre site deviendra aussi, par la même occasion, un peu plus harmonieux. Et de la même manière, vous pouvez faire un gabarit pour vos pages expérience. Elles ne sont pas obligées de se ressembler toutes, mais une page expérience peut quand vous présentez un prestataire d'activité, quand vous présentez un restaurant, etc., vous n'êtes pas obligé de les présenter un par un. Vous pouvez faire, comme on disait tout à l'heure, des classements. Le top 5 des restaurants à faire en famille, le top 5 des restaurants à faire en altitude, le top 5 des restaurants à faire en été, avec terrasse, etc., ou top 3 des meilleures terrasses de la région. Ça, vous pouvez en faire plein. Honnêtement, je n'ai pas de gros parti pris entre est-ce que je le fais sur une page statique ou un blog. C'est sûr que si vous avez un blog, c'est toujours plus intéressant parce que la personne a l'impression que le contenu vient régulièrement se mettre à jour. Et ça n'empêche pas, aujourd'hui, avec la manière dont sont faits les sites, on peut facilement faire jouer les sections entre elles et les blocs entre eux. C'est-à-dire que demain, vous voulez faire remonter des articles de blog au sein d'une page gabarit, page pilier, aucun souci. Vous pouvez très bien, quand vous créez des articles de blog, rattacher un article de blog à une page pilier. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. C'est la catégorie de votre blog, en général. En fait, une page pilier, c'est une catégorie. Et donc, si vous faites un blog, ça correspond à ces fameuses catégories. Et tout se regroupe. La magie du web, c'est qu'en fait, sur un site web, le maillage des contenus, l'internaute, il ne se rend pas compte que techniquement parlant, nous, on parle d'un côté, c'est un article de blog, d'un côté, c'est une sous-page, d'un côté, c'est une page pilier. Pour lui, il voit un résultat harmonieux à la fin, peu importe la technique. L'idée, c'est que l'intérêt de sa recherche est concentré au même endroit. Ça lui plaît, il y reste un moment. C'est tout l'objectif que vous avez, c'est que la personne reste longtemps. Et à quel moment elle vient sur la partie hébergement? C'est quand elle a trouvé assez de contenu en se disant « je suis rassurée, cette destination, elle me plaît bien, j'ai l'impression qu'on peut faire pas mal de choses avec des enfants si j'ai des enfants, ou avec mon mari en couple, ou on est sportif, on a largement de quoi faire. En termes de budget, ça a l'air de coller. » Évidemment que là, à plusieurs fois dans votre page de gabarit, vous allez quand même, bien entendu, aussi faire la promo de votre hébergement. On est bien d'accord, là, j'en ai pas parlé, mais dans les différents infos pratiques, bons à savoir, etc., n'oubliez pas d'aller ajouter vos petits plus. Tiens, dans notre gîte, on propose ça dans les infos pratiques. Je dis n'importe quoi. Je pense à toi, Sylvie, dans une page pilier rando, se lever tôt. Bon à savoir, info pratique, je peux proposer des petits déjeuners dès 6 h du matin pour que vous puissiez partir au plus tôt. Ou exceptionnellement, sur demande, je peux aussi vous préparer un pique-nique, etc. Tu mets en avant quelques atouts de ton offre. Donc, c'est pareil pour vous, en fonction des atouts que vous pouvez avoir. Les personnes qui vont chercher un drive, les personnes qui proposent des prestataires qui viennent faire des massages à domicile, etc. Dans une page pilier de détente, ça a toute sa place. Vous n'êtes pas obligé de faire la promo entière de ce que vous faites, mais d'aller y mettre vos petits atouts. Dans le guide, une des dernières pages aussi, mais je l'ai dit tout à l'heure à Christine, c'était les petites astuces. Donc, ce qu'on retrouve dans une URL, je vais essayer de me la retrouver là. Ça doit être tout à la fin. Tac, 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 tac. Si je reviens sur mon guide. Hop, oui, voilà. Je ne sais pas si vous voyez là.
Mais les quelques astuces pour optimiser son contenu, donc le choix du mot-clé, ça c'est la base de la base. Ce mot-clé, tu dois le retrouver partout. Dans ton titre, dans ton URL, dans ta phrase de description, aussi quelquefois dans des... c'est très redondant, hein, ça peut faire lourd. Dans les titres aussi. Donc, dans une page, on met des titres, sous-titres, donc ce qu'on appelle en HTML des titres H1, H2, H3 au sein de la page. Et aussi, ce qui favorise vraiment aussi le référencement, c'est la stratégie des liens. C'est-à-dire que vous, n'hésitez pas à envoyer dans vos contenus vos internautes parfois en savoir plus sur une activité, par exemple le lien vers le site d'un prestataire. Mais de la même manière, quand vous faites des partenariats, n'hésitez pas non plus, ou si vous êtes présent sur le site de votre office de tourisme, à aller chercher des liens qui ramènent vers votre site aussi. Notamment, tous les partenaires que vous avez cités, n'hésitez pas aussi à leur dire que vous les avez cités, que vous faites des liens vers leur site et qu'ils n'hésitent pas à en faire de même. La notion de gabarit de page, c'est vraiment ce qui va aussi vous permettre de structurer tous vos contenus sur votre site web. J'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas pour rien que les offices de tourisme qui ont des sites à 200, 300 pages, enfin, je n'ai même pas compté quand on avait fait l'index, mais c'est énorme parce qu'on en rajoute énormément. Et comme un site se vit au jour le jour, on rajoute. La notion de gabarit de page permet vraiment d'avoir quelque chose d'harmonieux pour l'internaute qui se balade sur le site et donc d'avoir vraiment cette recherche en entonnoir. Et du coup, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je tombe sur un site qui est vraiment bien structuré, qui me donne régulièrement du contenu, je peux y passer 1 heure, moi, sur un site web, quand je cherche de l'info. Donc, plus il est bien fait, plus il me donne des infos au bon moment. En fait, c'est ça, c'est se dire, je donne de l'info au bon moment. Ça ne sert à rien d'aller lui donner tout de suite trop d'infos pratiques, par exemple, alors que la personne, elle se demande déjà où se trouve la région, quoi. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment l'aider à avancer dans son cheminement. Sans oublier de se mettre en avant par petites touches, notamment sur nos atouts, nos avantages, etc. Je vais laisser la place aux questions parce que pour une fois, vraiment une fois n'est pas coutume, j'ai terminé plus tôt. Je ne suis pas à l'arrache et du coup, il y a énormément de place aux questions et ça, j'en suis vraiment contente parce que c'est un sujet qui est très, très dense. Notamment, j'imagine qu'il y a des questions qui vont se porter sur ce genre de choses, d'outils ou sur ces petits outils-là ou la partie mots-clés ou catégories. Donc, est-ce qu'on peut pas procéder dans l'ordre? Enfin, est-ce qu'il y en a déjà qui avaient préparé des questions et qui voudraient qu'on en parle? Est-ce que Sylvie, toi, tu en as des questions peut-être sur la notion de mots-clés tout simplement, choisir ces mots-clés? Est-ce que sur la manière... Alors, moi, tu m'avais conseillé d'aller regarder le document avant et c'est bien. Heureusement que j'ai fait ça hier. Parce que du coup, là, avec la deuxième lecture et tous les renseignements, c'est devenu bien, bien plus clair. Parce que c'était le flou. C'était flou pour moi parce que je te dis, comme je n'ai pas vraiment la main sur le site, je connais bien la structure du site et les possibilités que j'ai, du coup. Et c'est très limité finalement. Et donc là, maintenant, pour moi, c'est clair. Et hier, je suis allée quand même voir, c'est Google, comment tu dis, la Suggest et tout ça. Ouais. Effectivement, voilà, avec la deuxième, avec derrière tes explications et ta lecture, c'est devenu très, très clair. Et je comprends bien maintenant l'arborescence des mots et la déclinaison derrière. Et tu vois, dans ton cas, c'est même un peu particulier parce que là, je me suis arrêtée d'ailleurs sur les différentes catégories de recherche sur le web. La notion de définition, elle pourrait t'intéresser pour toi sur tout ce qui est la vie en gîte d'étape. Absolument. C'est particulier. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le gîte d'étape, c'est un peu comme un refuge, mais en fait en vallée. Et c'est sous forme de dortoir, c'est une vie commune, une vie partagée. Donc, on n'est pas du tout sur un gîte indépendant, etc. Et donc, ça peut poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que, voilà, quel type de public? Est-ce que je peux venir avec des enfants dans un gîte? Est-ce que je peux privatiser un gîte, etc. Il y a plein de questions que tu peux tourner autour de la vie en gîte, en fait, dans ton cas. Sur le partage, sur l'expérience. C'est comment le consommer. En fait, c'est comment consommer un gîte d'étape. Ouais. Parce que c'est même pas un gîte tout court, c'est un gîte d'étape. Et oui, puis c'est arrivé à ce que les personnes sachent vraiment à quoi s'attendre.
ouais, à quoi s'attendre, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il faut que votre site permette de lever plein de questionnements et se dire, OK, là, OK, j'ai compris, effectivement, ça, c'est fait pour moi. Dans la région à côté, apparemment, il y a plein de choses à faire. Il y a des restos, il y a des balades, il y a des sorties. La personne, en plus, elle a l'air d'être plutôt bon guide. En fait, l'idée, c'est que vous soyez un peu le guide touristique, hein, le conseiller en séjour touristique, que vous soyez, en fait, votre site doit devenir, j'ai envie de presque dire, le site de l'office de tourisme numéro 2 de votre région. C'est un objectif, vous pouvez vous mettre comme ça à vous-même, mais clairement, demain, le vrai challenge, c'est d'arriver numéro 2 sur les mots-clés de la recherche de la destination et que vous sortiez. Il en existe. Aujourd'hui, si je tape d'Evolui, il n'y a pas que les prestataires d'activités qui sortent, il y a des hébergements qui sortent. Et oui, puis c'est ressortir aussi les atouts tarifaires, tu vois, qui sont pas négligeables. Enfin, les gens arrivent, c'est un package, ils arrivent, ils peuvent tout relâcher et uniquement. La notion de budget, voilà. On ne pense pas à le mettre en fait dans ces contenus. Très rarement, on pense à le mettre. On pense au coût à notre moteur de réservation en général. Mais en fait, la notion de préparer son séjour et préparer son budget, il y a vraiment quelque chose à prendre là-dessus. Oui, et puis ça et c'est des pages qui sont peu concurrencées. Et donc, vous avez vraiment un créneau à prendre. J'insiste là-dessus. Essayez de vous positionner sur des créneaux où on vous attend aussi le moins, mais qui finalement, demain, quelqu'un qui prépare un séjour dans votre région et qui se pose la question du budget, je disais l'exemple parce que c'est le cas, la question, j'ai vu beaucoup de monde tomber des nues quand on leur annonce un budget de vacances au ski parce qu'ils avaient oublié en fait tous les postes de dépenses, ne serait-ce que la notion du matériel, quoi. Donc en fait, en les aidant, d'une part, ils vous font confiance, mais en plus, ça leur permet de se dire, tiens, cette personne, j'ai l'impression qu'elle m'apporte beaucoup de conseils pertinents, donc je vais continuer à regarder ce qu'elle me propose. Et en plus, ça tombe bien parce que comme elle a l'air de cibler mon type de famille, tant qu'à faire, en plus, je vois qu'elle a un gîte de 3 chambres, etc. Ça correspond à... Voilà. Et ce n'est pas par hasard, c'est qu'en fait, vous avez ciblé la bonne personne. D'où la notion de se spécifier, de se spécialiser et de trouver vraiment la bonne clientèle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Véronique? Oui, moi j'ai plusieurs questions. Alors, je suis désolée, je me suis absentée quelques minutes, donc tu en as peut-être parlé à ce moment-là, mais c'est de savoir la récurrence à laquelle il faut faire cet exercice, parce que j'imagine que les modes changent, les mots-clés changent. Alors, et il faut faire ça tous les 2 ans, 5 ans. Alors, en fait, c'est pas qu'il faut renouveler, c'est qu'il faut agrémenter. J'aurais pas tendance à te dire refais. Alors, c'est sûr que rafraîchir ton contenu, c'est toujours bien, parce que des fois, tes infos, elles sont pas à jour, parce que tu as mis des infos pratiques dans ta page. Le prestataire n'existe plus, le lien n'existe plus. Voilà, ça, c'est de la mise à jour basique, mais le besoin, normalement, il n'a pas changé, en principe. Tes pages piliers, les besoins n'auront pas changé si tu as fait ton travail d'analyse des besoins des voyageurs. Normalement, tes pages piliers ne bougent pas. Les sous-pages, elles ont tendance à ne pas bouger, hormis de se mettre à jour, comme je te dis, tiens, le numéro de téléphone a changé, etc. Mais tu vas plutôt les agrémenter, tu vas plutôt en rajouter. Moi, je vois plutôt que le travail que vous deviez faire, c'est de démarrer, entre guillemets, petit, c'est-à-dire tu as 4 pages piliers et puis tu mets 4 sous-pages, par exemple. Ça, c'est ton démarrage, donc ça t'en fait 16, ce qui est déjà pas mal. Et puis, tu vas te dire, tiens, je rajoute. Tiens, j'ai fait mon travail une fois par mois. Tu pourrais très bien te dire, ce travail de mots-clés, ce travail de requête, je me rends compte que, tiens, en ce moment, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des périodes de recherche par mots-clés. Peut-être que, tiens, au printemps, il y a des questions qui reviennent plus que d'autres à ce moment-là. Tiens, j'ai envie de venir voir la floraison. C'est n'importe quoi. Une expérience à vivre, j'ai envie de venir voir la floraison. En montagne, j'ai envie de venir découvrir le brame du cerf. C'est le truc de l'automne, ça. Ou j'ai envie de venir ramasser des champignons. Tu vois, des choses comme ça. Tu vas te les rajouter. C'est des petites pages de contenu qui, parfois, ne te demandent pas grand-chose. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de faire des pages à 5000 mots. Ça peut être des petites pages visuellement agréables, un peu de texte qui permettent de finalement montrer à Google que tu as répondu à cueillette de champignons à l'automne dans ta région. Voilà, c'était ça le mot-clé.
Et du coup, moi, tu te les rajoutes. Comme on en parlait suite à la question de, je crois que c'était Christine ou Patricia, c'est sur les blogs. Parce que j'imagine de faire un blog, ça permet de mettre à jour justement toutes ces choses assez facilement. Je sais que quand je vais sur un site et que je vois que le dernier article de blog, il a 4 ans, je me dis, c'est un impact négatif. Donc, la question, c'est si on fait ça à travers un blog, quelle est la récurrence pour que, ça a un impact positif sur notre référencement? Parce que tu disais tout à l'heure que ça permet, Google aimait bien la dynamique, mais en plus, c'est pas un effet pervers sur le client qui se dit, c'est pas mis à jour, c'est que c'est que c'est laissé en friche, quoi. Ouais. Alors, en fait, tu peux démarrer par faire tout ton travail avant le blog de pages statiques. Donc, ces fameuses pages piliers, pages et sous-pages. Ça te fait déjà beaucoup de contenu et que tu n'as pas à dater. Au moins, tu vois, tu fais au fil de l'eau. Le blog peut venir en complément sur peut-être plus des articles de type les fameux top 5, les fameux ton avis, en fait. Voilà, des événements l'été. Tiens, tu as fait une rando, tu veux partager plutôt ta rando, des choses comme ça. Ça va, en fait, un article de blog, c'est presque comme une sous-page, mais qui ne va pas être construite pareil parce que dans ton blog, tu vas peut-être être moins dans cette notion de section, etc. Mais agrémenter plus d'images, tu vois, ça peut être... En fait, le blog ou la sous-page, là, on est juste dans une question... là, on est juste en train de parler de type de contenu. Pour l'internaute, il ne fera aucune différence, je te le dis. Mais par contre, si tu décides effectivement de dire, tiens, j'ai une section blog qui remonte, ta partie blog peut être tout à fait, soit effectivement un événement, une actualité que tu couvres, ou tout simplement les top 5 des randonnées à faire à l'automne, tu vois, ou les spots incontournables à faire à l'automne, que tu vas finalement faire remonter comme une sous-page dans ton site, et c'est pas gênant. Et à la fin de ton article de blog, tu pourrais très bien dire aussi, dans la même thématique de se détendre en famille, et là, tu donnes les liens vers les autres articles de blog ou les autres sous-pages, ou la page pilier se détendre en famille. Ouais. L'idée, c'est toujours en fait d'alimenter. Ouais. Et peu importe que ce soit un blog, une sous-page, une page pilier, du moment que la personne, elle voit les mots-clés qui l'intéressent. Elle s'en fiche de savoir si c'est un article ou pas. Mais elle a besoin de voir les mots-clés et les titres qui soient accrocheurs. D'où l'intérêt de faire quand même des boutons, de faire des petits encarts, des lectures agréables. C'est pour ça que je vous parle de gabarit de page, parce qu'en fait, faire du texte à rallonge, c'est vite monotone. Alors que, en tout cas sur un site touristique, alors que vous faites des petites sections de pages avec, là, je mets 3-4 photos. Là, à côté des 4 photos, je mets les infos pratiques, etc. Ça structure, ça aère et ça donne un peu plus envie. Et ça ressemble presque à une fiche technique. Et qu'on aurait presque envie de l'imprimer, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, rien ne vous empêche, pour aller même plus loin, de dire, moi, je vous ai préparé des fiches techniques ou des checklists, des choses comme ça. N'hésitez pas à me contacter, laissez-moi votre mail et ou en téléchargement, c'est ce que j'appelle un lead magnet, un freebie. Tiens, je vous ai préparé ça, la petite checklist pour bien préparer son séjour chez nous, avec, ça peut être par exemple tes 5 meilleurs articles, les top 5 des restos, le top 5 des spots incontournables, les activités à ne pas manquer. Tu t'es fait un mini-guide PDF de tes 5 meilleurs articles pour découvrir la région. Tu le proposes en téléchargement gratuit, tu collectes des emails et basta. Toi, ça peut être ça aussi. Parfois, on aime bien aussi récupérer du contenu, alors qu'en fait, il est dispo sur le web, mais on aime bien l'avoir aussi toujours à portée de main pour le regarder plus tard. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive souvent aussi de faire ça. Tu avais d'autres questions? Oui, j'ai une dernière question. C'est plus précis. C'est nous, on a des logements qui sont modulables, c'est-à-dire on a plusieurs gîtes, on a des chambres d'hôtes. Et en fait, on voudrait attirer des gens qui cherchent plus grand. Parce que nous, les gîtes, c'est 4 ou 5 personnes, mais ils sont côte à côte. Les jardins sont séparés, mais c'est amovible, peuvent être mis en commun. Donc, si on a 2 familles, frères et sœurs qui viennent avec tous leurs enfants chacun, qui veulent chacun leur intimité, mais qui en même temps veulent partir en vacances ensemble, on veut attirer ce type de clientèle qui veulent être ensemble tout en ayant leur intimité.
comment on fait? Parce qu'en termes de référencement de mots-clés, on va pas mettre dans la même phrase pour 4 personnes, pour 5 personnes, pour 6 personnes, pour 7 personnes. Non, tu n'es pas obligé de parler en nombre de personnes, mais tu t'adresses dans tous les cas à une cible famille. Non, mais souvent, dans les mots-clés, on fait gîte 10 personnes. Et quand on fait ça, vu qu'on a des logements bien séparés, on ne ressort pas, alors qu'on pourrait accueillir 10 personnes. Mais c'est juste qu'on dans ce cas-là, tu peux très bien te créer une page pilier sur le côté gîte modulable. Gîte flexible, gîte adaptable, etc. Gîte sur mesure, en gros, en fait, capacité sur mesure. Et là, tu expliques le concept de possibilité d'avoir des logements indépendants, mais qui se réunissent. Ça peut être justement une de tes pages piliers, ce côté modulable. Et ça ne t'empêche pas à côté d'avoir ce côté gîte 4-5 personnes pour rester dans la thématique du gîte 4-5 personnes. Ouais. C'est un peu, Véronique, si je prends moi mon exemple, en fait, donc c'est un manoir avec des chambres d'hôtes, on peut privatiser l'ensemble du manoir. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous, on met en avant les chambres d'hôtes, mais j'ai fait du coup, c'est une sous-page qui décrit chaque chambre, mais j'ai aussi fait une sous-page manoir qui reprend l'ensemble des logements. Tu vois. Et ça, c'est que nous, il faut qu'on fasse, parce qu'on a la possibilité de privatiser qu'une seule partie de la maison et que le reste passe en individuel. Enfin, on a vraiment, de par la découpe du bâtiment, on peut, et on l'a eu, mais là, c'était via des amis, donc ils connaissaient la maison, ils ont décidé de louer, mais en fait, les chambres étaient louées individuellement. Un gîte était loué tout seul, et il y avait les 2 gîtes qui étaient côte à côte qui étaient loués ensemble. Donc, en fait, il y a tellement de possibilités différentes que c'est comment ressortir, parce qu'on a fait des tests, en fait, et on voit qu'on ne ressort pas du tout dès qu'on a cette question de modularité qui n'est pas tout ou rien, en fait. C'est pas soit je prends tout. J'avais pas l'impression que ce soit tant un souci, parce que quand j'ai interviewé justement Clémence de la Roucoulade, elle a cette chose-là aussi, c'est-à-dire qu'elle a son gîte de 4-5 personnes. Et en fait, elle met à disposition sa maison et d'un coup, ça devient un gîte de 15 personnes. Mais c'est du tout ou rien. C'est ça la différence. C'est-à-dire que c'est un gîte et des chambres séparément ou tout le logement entier, comme pour toi, Christine, je pense, c'est les chambres individuelles ou la maison en entier. Après, ça peut être vraiment dans avoir de la composition à l'intérieur. Dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est des pages où tu présentes clairement ton concept. En fait, c'est dans la notion de concept même finalement de 1 à tant de convives, quoi. Ouais. Finalement. Tu vois, un peu comme une salle, tu sais, comme les lieux de réception. Hein. C'est quand ils font les lieux de réception pour les mariages ou les séminaires, c'est ce qu'ils font. Il y a plein de possibilités dans les aménagements de leur salle, il y a plein de possibilités de nombre de participants, debout, assis, etc. Regarde, tu peux t'inspirer, je pense, de ce créneau-là. Tout ce qui est salle de séminaire, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas se tirer une balle dans le pied, mais souvent, on dit de capacité de 1 à tant, en général, en nombre de couchages dans ton cas, ou en nombre de personnes, mais voilà. Et tu peux expliquer que ça peut aller de temps à temps, ça peut être divisible comme ça, et ça, c'est tout le concept de modularité. Et donc, tu peux très bien, tout à fait, avoir toute une page pilier sur ton concept, hein. Mais je pense que tu peux t'inspirer clairement effectivement des lieux de réception, notamment pour les mariages ou les salles de séminaire. Ça marche. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions? Christine, est-ce que tu en avais d'autres? Non, moi là il faut que je teste maintenant que j'allais voir un petit peu les mots-clés, tout ça, parce que c'est vrai que du coup c'est un exercice que j'avais pas du tout fait et je pense que c'est hyper intéressant même pour se donner, comme tu disais, une hiérarchisation, organiser tout ça. Je pense que ça va être hyper intéressant, je pense. Ouais. En termes de méthode, le conseil que je peux vous donner, c'est commencer vraiment en entonnoir. Commencer du plus gros, en fait. Ce qui est plus logique pour vous. Commencer du plus gros. Donc, ces fameuses pages piliers. Donc, partez, par exemple, comme je disais, des envies de vos voyageurs. Ça peut être des envies, ça peut être les questions, hein, les catégories, comme je disais. Ça peut être le concept. Le concept du gîte d'étape, le concept de ta maison Véronique. Clairement, ça peut être une de vos pages piliers. Partez de ces
plus grosses choses et ensuite créez vos petites sous-pages. Mais partez pas sur vos 150 pages, mais par contre, gardez en tête qu'à un moment donné, vous allez peut-être partir sur des pages budget, vous allez peut-être partir sur des pages transport, des pages activités, etc. Mais gardez-le vous en tête. Et en fait, au fur et à mesure, tu me demandais, Véronique, combien de fois il faut y aller. Eh bien, en fait, fais-toi un cahier ou un agenda. Dans ton agenda, tu dis, ce mois-ci, je rajoute 5 pages. Le plus simple, c'est de faire ça, en fait. C'est de se dire, chaque mois, je me rajoute 5 pages, soit une par catégorie, ou soit je l'ouvre une nouvelle catégorie, ou soit, voilà. Tu peux dire, allez, une sous-page, une sous-page. Aujourd'hui, je fais une page activité, une page prestataire, une page expérience, une page blog. Tu vois, tu peux te faire voilà, comme ça. Et tous les mois, c'est ton objectif, tu t'en rajoutes. Et ton site, il va ressembler vraiment à quelque chose de très, très étoffé, un vrai portail d'information. Et il va gagner en référencement naturel. Parce que, effectivement, chaque contenu qui est créé est indexé auprès de Google. Et au bout d'un moment, il commence à voir qu'il y a 100 et quelques pages, quoi. Et du coup, vu que nous, on veut changer de site internet, on veut tout refaire, etc., on est en train de chercher... C'est le moment parfait. La question, c'est pour ceux qui utilisent Amenities. Je ne sais pas s'il y en a encore là dans moi, j'ai eu le CEO hier, donc je peux même te répondre. Mais moi, c'est ce que j'utilise, moi, pareil. Ouais, c'est de savoir si c'est facile de créer ces sous-pages via cette plateforme-là. Ouais. Clairement, c'est hyper... moi, je trouve c'est hyper intuitif. C'est un créateur, à l'origine, c'est un créateur de site web. Donc, c'est vraiment prévu pour. Les fonctionnalités de création de pages, sous-pages, sections, etc., c'est ultra fluide. J'ai aidé 2-3 personnes à optimiser un peu leur contenu, à un peu revoir leur section. C'est facile. Il y a une section foire aux questions. Bon, peut-être que j'aurais tendance à dire qu'elle mériterait d'être améliorée, la partie foire aux questions. Mais ce n'est pas ce qui est le plus gravissime. La partie blog fonctionne bien, mais c'est malheureusement pas une des plus utilisées par les utilisateurs apparemment. Mais elle fonctionne bien. Et tous les retours de personnes qui ont Amenities pour le site web, plutôt ravis. Vraiment ravis, tu vois. Donc là-dessus, je pense que tu peux y aller facilement. Ouais. En tout cas, pour ce type de site, comme on est en train de discuter, tu peux clairement y aller. C'est d'avoir la main dessus, si on a des idées, si on veut faire des choses. Parce que moi, c'est ma frustration aujourd'hui. Je pense qu'on est plusieurs à avoir ça quand on n'a pas la main. En fait, des fois, on voit des opportunités ou... C'est long, quoi. Moi, j'ai vu une petite faute d'orthographe dans la Xème page. C'est pas grand-chose, c'est un accent. Je me suis dit, bon, il y a toujours des... Je suis dans une ancienne école, alors j'ai beaucoup Mais tu n'as même pas la main juste pour corriger du texte existant. Non. Ah ouais, non. Il faut que j'envoie un mail, page machin, non, ça, c'est pas possible en 2023. C'est pas possible. C'est l'enfer. Non. Et encore une fois... on aime bien aussi voir son site changer. C'est-à-dire que demain, pour répondre à ta question tout à l'heure, Véronique, des fois, ce n'est pas le contenu qui change, c'est juste le look. Et tu vois, dans 2 ans, tes contenus pourront être strictement les mêmes, mais tu vas changer un peu le look, le design, et ça suffira. Et ça suffira. Comme les une refonte graphique. Dites-vous bien aussi, pour celles qui changent le site, parfois, c'est juste une refonte light, donc une refonte graphique, mais les contenus et les structures ne bougent pas. Mais ça apporte, des fois, ça apporte un renouveau, une fraîcheur, juste d'avoir changé les couleurs, d'avoir changé 2-3 dispos. Et en fait, c'est facile. Et le fait de travailler en gabarit de page, c'est facile parce que en fait, votre modèle de gabarit de page, vous le refaites une fois et hop, il va aussi se répercuter sur le reste. Donc, l'harmonie du site sera aussi respectée. Donc, voilà, là-dessus, sur la partie site web, pour celles qui voudraient repartir de zéro avec leur site web, il y a un épisode qui est sorti il y a 2 semaines sur la notion de cahier des charges, justement. Donc, il y a les mots-clés, ça, c'est pour ce qu'on met dedans. Mais si vous voulez reprendre le projet depuis le début sur la conception du site, j'ai fait un article sur une partie qui est un peu plus orientée cahier des charges, quand on veut le faire tout seul ou quand on veut le confier à quelqu'un, avec notamment cette notion de menu, de navigation, etc. Et vous allez voir, ça se regroupe avec la notion de thématique. Donc, normalement, je ne dis pas 5 choses différentes. En général, il y a une logique. Donc, si vous avez un projet de refaire votre site web, de poser vos idées à plat, partez d'un cahier des charges que vous allez faire vous-même.
ce que vous voulez mettre dedans, comment vous voulez faciliter la navigation, etc. Donc voilà, Véronique, pour la question, oui, il faut revenir sur ce travail-là régulièrement, mais régulièrement pour ajouter du contenu et régulièrement pour mettre à jour le contenu quand il est obsolète et aussi pour l'alimenter. Et comme tu dis, pourquoi pas tous les 2 ans de se dire, tu refais, ou même plus régulièrement, hein, tu repasses sur Google Ads, est-ce que les requêtes sont encore les bonnes, quoi? Effectivement. Mais ton contenu que tu auras créé, il ne sera jamais inutile parce que le référencement, c'est sur du long terme, de toute façon. Et il y a des pages web qui sortent 3 ans après et qui sont encore dans le top 1 de ton trafic de site web, tu verras. Moi, il y a des pages, un de mes premiers articles que j'ai fait sur le blog, ça reste encore l'article le plus lu, en fait. Alors que depuis, j'en ai fait plein d'autres. Mais voilà, il y avait une demande à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, parce que quand vous allez passer à l'action, c'est là qu'il y en aura. Honnêtement, je le sais. Donc, quand vous passerez à l'action, faites-moi signe par mail ou sur les réseaux. Posez-moi vos questions. Il n'y a pas de souci. J'y répondrai dès que je pourrai. Et j'espère. Ce support de présentation, il reprend c'est du copier-coller hein, du guide. Mais il sera aussi mis à votre disposition si vous préférez le balayer de manière plus rapide que le PDF. Mais votre vrai outil de travail, c'est le PDF. Voilà. Okay. J'espère que ça a un peu débroussaillé les questions. Le plus long et fastidieux, en fait, c'est cette fameuse liste de mots-clés à faire. Et ensuite, de les trier et les hiérarchiser. C'est ça. Après, les remplir. Du moment qu'on se fait des gabarits de pages, vous verrez, c'est vraiment facile à remplir une page web. Du moment qu'on a des gabarits, qu'on sait qu'on a des titres, des sections, on a juste à rentrer dans des cases, à un moment donné, nos textes. C'est beaucoup plus simple de se dire, tiens, en fait, là, il faut que je mette ce mot-clé dans un titre, dans une description, etc. Ça paraît moins fastidieux de créer la page que le plus dur étant d'avoir trouvé le bon mot-clé. C'est vraiment ça le plus difficile. Et puis, si vous avez 150 pages qui arrivent... 150 mots-clés qui arrivent, qui vont faire 150 pages, tant mieux pour vous, mais voilà, ce sera par ordre de priorité. OK? OK. Super. Merci à toutes et à tous de votre participation pour le dernier Café Live de l'année. Et puis, je vous le dis déjà d'office, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas dit, normalement, prochain Café Live sera le 17 janvier. Et pour ce début d'année, on va se donner des astuces pour trouver 52 idées de contenu. En gros, c'est une publication par semaine. En gros. Donc, pour le début d'année, bonne résolution. Une publication par semaine, comment je me fais... Il y a une astuce, en fait. C'est une méthode. C'est comment j'arrive à avoir un index, un fichier Excel, un tableau avec 52 idées où chaque semaine, je vais chercher et voilà. Et ça me fait des publications soit sur mes réseaux sociaux, soit sur mon blog. Et ça, ce sera l'objet du prochain Café Live. Donc, quand ce sera ouvert, vous le verrez de toute façon sur les réseaux. Vous le verrez aussi par mail. Voilà. Donc, demain ou après-demain ou plus tard, vous aurez le replay, vous aurez le support de présentation si vous en avez besoin. Et puis, comme je vous le disais, par téléphone, enfin pas par téléphone, pardon, par email ou par réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vraiment, vous gênez pas, on n'est pas nombreux entre nous. Vous avez suivi le live, donc je sais ce que vous avez entendu et quelles sont vos questions. Donc, on peut creuser ensemble avec grand plaisir. Merci beaucoup, Yann. Et puis, bon courage pour la suite. Hein. Ouais. Il y a un autre événement, effectivement, qui arrive pour la fin d'année. C'est imminent, là. C'est imminent. Ah ouais. Et je me suis même dit, avec la neige qui est tombée, c'est pour moi, ça. À tous les coups, c'est pour moi. Mais pour l'instant, non. Et je suis vraiment contente d'avoir pu faire le live parce que ça me tenait à cœur, parce que j'aime bien ces moments-là où on discute, on n'est pas nombreux. C'est vraiment... j'ai l'impression de vraiment vous apporter quelque chose. Et si je peux compter sur vous, comme d'hab, pour ceux qui ont l'habitude, mais c'est le petit questionnaire. Et surtout, en fait, dans le questionnaire, dites-moi les sujets que vous avez envie de traiter. Typiquement, ce sujet-là, Sylvie me l'avait mis, en fait, dans les premiers questionnaires. Le référencement, c'était un des sujets que tu voulais qu'on traite. Le site web aussi, je crois. Et en fait, autant qu'à faire, quand je peux, je travaille les sujets qui sont intéressés, qui vous semblent intéressants. Donc, lâchez-vous sur les idées de sujets pour les prochains Café Live à venir en 2023. OK. Ça marche.
Merci à toutes. Merci. À bientôt. À bientôt. Passez une très très belle fin d'année. Toi aussi. Vous aussi. Merci. Au revoir.